Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, sur Espace TV aussi, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Et évidemment, sur le coup de 22h30, continuez à réagir sur l'autre numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, on va essayer en tout cas de prendre en compte vos messages. Et le soir, ça va véhiculer en bas de l'écran. Bakar, on s'intéresse, pourquoi pas, au RPG Arc-en-Ciel. Vous dites, il y a des remous, mon cher ami. Oui, au RPG Arc-en-Ciel, la crise reste entière. Je pense qu'on peut bien le dire ainsi. Oui. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que le président tente en tout cas de désamorcer cette crise qui risque de faire son effet. Ouais. Moi, je voulais indiquer tout à l'heure dans mon propos concernant ces élections locales qu'il y a quand même une réalité qui saute à l'œil. C'est que les partis politiques, nos partis politiques ne sont pas prêts pour aller à ces élections. La preuve est que les deux plus grandes formations de notre microcosme politique, à savoir le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, sont en proie à des crises internes qui sont en train vraiment de les miner. Et je pense que ces deux partis ne sont pas en train d'appréhender ces élections locales avec sérénité. Donc elles ont besoin, ces formations ont besoin du temps pour essayer de régler leurs problèmes internes avant de pouvoir penser aux préparatifs de ces élections. Au sein du RPG Arc-en-Ciel, c'est clair que le président a tenté de rencontrer les sages dans un premier temps. Hier, il a rencontré les responsables des sections et des sous-sections au Palais Sékou-Touré. Selon un des participants que nous avons joint au niveau de nos sites, et ce participant nous dit que le président aurait dit qu'il est prêt à se mettre à l'écoute des frondeurs et qu'il va essayer de régler au cas par cas les différentes revendications. Mais le problème, c'est que à cette rencontre de Sékou Touré hier, les jeunes frondeurs, ceux qui sont à la base même du bouillonnement au sein du parti politique, ils n'étaient pas à cette rencontre. Donc on se pose des questions. Est-ce que le président est en train de les éviter? Pourquoi le président ne va pas au charbon? Pourquoi il ne prend pas le taureau par les cornes? Parce que prendre le taureau par les cornes, c'est rencontrer, c'est d'avoir un face-à-face avec ces jeunes frondeurs. Hier, qui se sont fendus des communiqués que nous avons reçus pour dire qu'un média en ligne de la place avait dit que la crise à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel avait été résorbée. Ils ont dit que c'était faux, que c'était archi faux, et à aucun moment le président ne les a rencontrés. Et si rien n'est fait d'ici le samedi, l'assemblée hebdomadaire du samedi prochain risque d'être assez mouvementée au siège national du parti à Gbessia, parce que les jeunes m'ont confié qu'ils veulent vraiment se faire entendre maintenant, parce qu'ils ont le sentiment aujourd'hui que le président veut bypasser cette crise, veut les court-circuiter pour régler cela avec les responsables des sections et des sous-sections. Et je pense que c'est pas la meilleure façon donc d'attaquer ce problème. Voilà, je ne l'apprends pas, hein. On dit pour allez, gouverner, il faut diviser. Allez-y, mon cher. On va venir du côté de la RTG, évidemment. On va revenir sur ce sujet un peu plus tard. Allez-y, Jacques Lévalino. Oui, moi je voudrais revenir quand même sur la RTG parce que nous étions en train de parler de responsables, mais aujourd'hui il faut reconnaître que ce que nous voyons à la télévision nationale parfois nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que c'est seulement un problème de moyens ou un problème de compétences? Mon frère, c'est pas une question de compétences. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Moi, je respecte d'ailleurs. Je respecte ceux qui présentent par exemple le journal télévisé à la RTG. Allez-y. Laissez-moi terminer, Ahmed. Allez-y, Jacques. Parce que justement, je voudrais m'attaquer au journal. Lorsqu'il y a des erreurs parfois très banales que nous enregistrons là, je ne pense pas que ce soit dû tout simplement au manque de matériel. Et il faut à un moment donné que ceux qui gèrent la RTG puissent accepter. Parce que de toutes les façons, que ce soit un problème de moyens ou un problème de... C'est une question de gestion. Et en ce moment, la direction générale de la RTG doit prendre ce problème à bras le corps pour le résoudre pour une bonne fois. Parce que si ça persiste, on a l'impression que parfois c'est l'incompétence qui est mise en avant. Et on le sait tous que lorsque vous questionnez ces gens, ils ont du mal à mettre en avant le problème de matériel. Et comment on appelle ça, le problème de compétence. Ils disent plutôt qu'il y a... en tout cas, ils ne nous disent pas qu'ici il y a un problème, un manque de moyens.
Et en ce moment, il faudrait que ce soit cet argument qui soit mis en avant pour qu'on le comprenne. Et si c'est pas le cas, ils vont pas vous dire qu'ils n'ont pas de moyens. Ils vont pas prendre le micro pour chanter sur tous les toits qui n'ont pas de moyens. À la RTG, le local est là. On sait que c'est bien de construire un local, l'embellir et tout, mais il faut mettre les moyens pour l'équipement interne. Pour des plateaux, par exemple, il n'y a pas de plateau, nous voyons des émissions, mais dire qu'il n'y a pas de talent à la RTG, je ne suis pas d'accord. Il y a plein de talents à la RTG. Il y a des gens qui... Personne ne dit ça. Non, il a dit tout à l'heure, il s'est demandé si c'est une question de compétence. Il y a plein de gens qui sont compétents à la RTG. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, qu'un Yamoussa Sidibé n'est pas compétent. Non, je ne parle pas de journalistes. Je ne parle pas de journalistes, je parle de problèmes techniques. Moi, mon problème, c'est au niveau du problème technique. Parce que moi, à mon avis, du côté des journalistes, il n'y a pas à dire. Il y a des journalistes compétents à ce niveau. Mais des erreurs que nous constatons parfois dans les émissions et dans la présentation, par exemple, du journal, sont d'ordre technique. Et c'est à cela que je m'attaque. Est-ce que c'est dû au manque tout simplement de moyens ou au problème de compétences techniques? Si vous voulez très bien que je sois Merci beaucoup, Jacques. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais ce que je voudrais vous dire, Lamine a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Si on essaie de faire de la RTG un office, et si on essayait de laisser les gens là un peu autonomes, une certaine autonomie, qu'ils gèrent avec la rigueur qu'ils ont. Aboubacar Kamara, voyez le jeune comment il travaille. Laissez les gens là avec ne serait-ce qu'un peu d'autonomie, ne pas faire tomber un communiqué au beau milieu du journal, prendre le journaliste, le présentateur à l'improviste, lui dire de lire ça, il va forcément se casser la figure. Et en direct, je pense qu'il faut un minimum d'éthique. Que quand un communiqué arrive, même si c'est le ministre, même si c'est le président qui l'a amené, on est en plein journal, on ne peut pas le faire passer. Il y a une rubrique avis et communiqué, on fait passer là-dedans. Tant que les gens ne seront pas autonomes, tant que vous ne mettrez pas le minimum de moyens à leur disposition, ils ne pourront pas s'en sortir, quelles que soient les compétences qu'ils ont. Voilà, Mohamed Djibril Kamara qui nous rejoint. Bonjour Djibril. Bonjour l'ami. Cette situation du côté de la RTG. Ouais, mais pour moi, d'abord, c'est un problème d'éthique. Les autres l'ont déjà assez souligné. C'est un problème d'éthique parce que tout simplement à la RTG, chacun prêche pour sa chapelle. On a l'impression que tout le monde n'évolue pas dans un mouvement d'ensemble. Chacun essaye de tirer le profit, de tirer la couverture vers soi. Et chacun essaye de tirer à sa manière profit d'une situation. On a vu ce qui s'est passé pendant la suspension de Yamoussa. Certains même ont pensé qu'il ne reviendrait plus à ce poste. C'est important de souligner ce problème d'éthique. La RTG, pour qu'elle soit au pinacle, il faut que tous ensemble s'associent dans une démarche, dans une synergie d'action pour pouvoir propulser cette maison commune qu'est la RTG. Aujourd'hui, il y a un problème de cohésion, il y a un problème de synergie d'action. Ouais. Allez à la RTG, vous verrez que le directeur général n'a pas forcément la même vision officieusement que son directeur de la télé ou son directeur de la radio. Il y a ce problème-là. Il y a ces égos surdimensionnés qui s'affrontent aussi pour des postes. Il faut régler ce problème. Mais au-delà de ça, il y a un problème structurel. Les autres l'ont subrepticement souligné. C'est que la RTG ne peut pas continuer à être un service rattaché au ministère de la Communication. Pour que la RTG soit et une certaine efficacité, une certaine efficience, il faut que la RTG soit un office. Parce que ce qui s'est passé récemment qui a conduit à la suspension de Yamoussa en dit long sur justement sur la nécessité de conférer à la RTG le statut d'office. Voilà. Bien. Allez-y. C'est pas parce qu'on demande l'autonomisation de la RTG pour que ça devienne un office que ça ne doit pas être rattaché au ministère de la Communication. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ils peuvent avoir leur autonomie, mais rattachés au ministère de la Communication. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il vous plaît. Alors ça, c'est votre point de vue. Moi, je pense qu'on peut pas. Ça relèvera forcément d'un département. Donc voilà. Donc il faut que ça relève. Alors la question de compétences, je pense que Jacques finalement il a bien planté le décor, parce que je signalais quand je parlais du journal que ceux qui présentent le journal sont vraiment courageux, parce qu'à leur place je n'allais parfois pas accepter ce qui se passe. Je ne peux pas être en plein journal s'il y a un communiqué. Quel genre de communiqué? Parfois, c'est un communiqué où on vous dit oui, telle association doit se retrouver ici. Et gare à vous si vous ne passez pas le communiqué. C'est comme ça. Vous avez des cadres qui appellent
qui mettent pression sur le rédacteur en chef, qui mettent pression sur les directeurs pour dire oui, il y a ceci, il y a cela, il faut faire passer, on doit faire fi des règles en matière d'éléments en matière j'oublie un peu le nom, non pas d'éthique, même d'aliments, sur le plan éditorial, sur le plan éditorial et également les différents genres journalistiques. Vous voyez des gens qui s'imposent, qui veulent vous donner des leçons pour tout simplement vous dire non, ne vous fiez pas à ce qu'on vous a dit tout simplement à l'école, faites ce que nous... Non, je pense que ça peut pas marcher comme ça. La RTG, comme on l'a dit, autonomie. Et également, il ne suffit pas de donner l'autonomie parce qu'on a des institutions qui sont autonomes ici, mais qui n'ont pas les moyens de fonctionner. Il y en a pas mal ici. Donc, il faut donner non seulement l'autonomie, mais permettre à cette institution de pouvoir bien fonctionner. Vous parlez de techniciens. Une télévision où parfois les journalistes ou encore les animateurs de certaines émissions sont obligés d'aller non seulement faire le montage dehors ou encore chercher des caméramans dehors pour prendre les images. Vous pensez que c'est comme ça que ça marche? Non, il faut les encourager, il faut mettre des budgets de production. S'il n'y a pas de budget de production, quelle qualité vous voulez? Il n'y aura pas cette qualité dont on a besoin aujourd'hui. Cette qualité qui peut vendre l'image de la télévision nationale, on ne peut pas en avoir s'il n'y a pas un véritable budget de production et que ce budget de production soit aussi mis à la disposition de ceux qui font les émissions. Allez-y, Moussa Moïse. La RTG, c'est aussi censé être une télé tout de même de proximité. À l'intérieur du pays, elle est quasiment absente. Quand je me rends compte des conditions dans lesquelles vivent ces reporters qui sont à l'intérieur du pays, je me dis qu'ils sont dans des cachots du désespoir, parce qu'ils sont laissés pour compte. On ne peut pas se concentrer quand on est télévision nationale sur l'activité du gouvernement, sur celle du Premier ministre, sur celle du président de la République et de la Première Dame. Ça ne se résume pas qu'à cela. Les réalités à l'intérieur du pays sont importantes parce que le développement, justement, doit partir de ces différents recoins-là. Mais la télévision nationale est absente. Il faudrait que dans la programmation du nouveau ministre en place, que des moyens soient mis à la disposition de ces agents qui existent là-bas, qui peinent à vivre, qui tirent le diable par la queue. C'était d'ailleurs le discours du président Moussa Moïse. Qu'il soit doté. Là-dessus parce que quand on prend un petit peu les pourcentages, en tout cas en ce qui concerne la grille des programmes, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la RTG ne fait pas 24 heures sur 24 jusqu'à présent. Il y a 2 poids 2 mesures. Vous prenez la RTG Boulbinet, c'est une RTG laissée à l'abandon. On ne comprend pas ce qui se passe. Pourtant, c'est une télévision d'État. C'est ce métier, je vous l'ai dit. Voilà. Ils l'ont taxé de RTG, de la télévision publique de proximité. Elle est tout sauf une télé de proximité. Parce que vous attendez proximité, il faut qu'il y ait des agents avec des caméras sur le terrain. Il n'y a même pas de caméra, il n'y a même pas d'agents motivés. Les gens, ils présentent, vous voyez bien leur plateau de présentation de GT, c'est une sorte de contreplaqué. Et ça peut tomber n'importe. Non, mais je vais finir par vous dire une chose. Il y a une valise satellitaire qui a été achetée par le ministre en place. On utilise des rideaux comme décor parfois. La valise satellitaire existe à la RTG. C'est un joujou, c'est important, c'est un bijou. Mais ça se paye, ça, Moussa. Mais monsieur, je vous dis, la bonne façon de le satellite, c'est beaucoup d'argent, mon ami. Que cette valise-là, pourquoi on l'a achetée si c'est pour la déposer dans un tiroir? Parce qu'elle n'est pas programmée. Il faut les fonds aussi. Mais pourquoi vous l'avez acheté? Pourquoi vous l'avez acheté? Ça, c'est l'autre question. Je pense que c'est assez grave. En direct chez les GG, donc Thibaut Camara. Les grandes gueules. Monsieur Thibaut Camara, bonjour. Bonjour à l'équipe des Grandes Gueules. Bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue dans cette émission, Les Grandes Gueules. Vous étiez récemment ici en Guinée. Et vous êtes revenu après plus de 5 ans d'absence donc de votre pays. Vous êtes revenu à la faveur de la prise de fonction du président Alpha Condé pour son second mandat, ce qui a été salué par tout le monde. Mais depuis, vous êtes réparti au Maroc. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Vous avez été vu plusieurs fois aux côtés du président Alpha Condé. Beaucoup ont pensé que vous seriez nommé à un poste de responsabilité par le président Alpha Condé. Mais depuis, on n'a rien entendu, on n'a rien vu venir. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Camara? La Guinée n'est plus à votre goût? Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation et vous dire, comme vous avez l'habitude vous-même de le faire à l'ensemble de vos différentes éditions, que je suis prêt à me soumettre au feu roulant de vos questions, qui a commencé déjà, pour laver blanc. Mais avant, avec ce début de débat, je voudrais commencer par la prière du jour, en m'adressant à mon ami Lamine. Alors, merci. Lamine, ne me lamine pas
aujourd'hui pour que j'ai une bonne mine toute la journée. Ah oui, ça dépend. Vous allez nous dire quand même que vous allez nous rappeler, parce que vous êtes venu en toute pompe, mais vous êtes parti en catimini. On veut savoir. Ahmed. Bah oui, c'est quand même une réalité. Allez. Il n'y a pas de pas de la mini. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur Ahmed Kamara. Je ne pourrais pas avoir reconnu la voix. Et je vous apprécie beaucoup parce que vous distinguez souvent des autres par vos arguments. Les grandes gueules. Spéciaux, parce que c'est sans doute lié à ce niveau décapant, héritier d'une culture ivoirienne très lointaine. Bon, pour répondre à la question, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il est évident que c'était un plaisir pour moi de retrouver la Guinée après 5 années d'absence. Mais vous savez aussi que je suis un habitué des transitions. Ça fait quand même 5 ans que je suis absent de notre pays avant de l'avoir retrouvé à la faveur de la circonstance très particulière que vous avez indiquée. Il était tout à fait normal de saluer la famille, de me recueillir pieusement sur la tombe de mon père qui a disparu pendant que j'étais encore en exil. Donc il s'agissait beaucoup plus d'un séjour privé, d'une visite de famille, que de retour définitif dans le pays, parce que vous savez que ma famille, depuis 5 ans, est installée au Maroc. Donc, je n'étais pas responsable. Monsieur Kamara. Vous parlez d'une visite privée, monsieur Tibou Kamara. Monsieur Tibou Kamara, vous parlez d'une visite privée, alors que, selon nos informations, vous avez été invité à venir à cette cérémonie d'installation par le chef de l'État lui-même. Oui, mais vous savez, aucun Guinéen n'a besoin d'être invité pour se rendre dans son pays. Maintenant, si le retour dans le pays coïncide avec une occasion aussi solennelle que l'installation du chef de l'État et qu'on a l'honneur d'y être invité, ça va être beaucoup de plaisir qu'on y participe. Mais je voudrais revenir à votre question puisque je n'ai pas répondu. Je voudrais d'abord vous dire que ce qui est le plus important pour un homme d'honneur et de devoir, c'est de contribuer au débat dans son pays. Ce n'est pas forcément l'obsession de poste. Et votre question d'ailleurs résume un peu la mentalité dans notre pays aujourd'hui. Ce que vous appelez d'ailleurs crise ou agitation aujourd'hui dans le débat politique, tout cela est lié à la compétition pour les postes de responsabilité dans le pays. C'est lié à la course pour le pouvoir. Moi, personnellement, je ne me sens pas concerné par un tel débat parce que j'estime qu'on peut être utile à son pays de plusieurs manières sans être forcément appelé à une fonction, comme je l'ai été d'ailleurs dans le passé, à titre de rappel. Ce que je voudrais vous dire, parce que c'est extrêmement important, il ne faut pas réduire le débat public dans notre pays à une compétition ou à une rivalité pour occuper des postes de responsabilité dans le pays. Aujourd'hui, le débat, et c'est regrettable, ne porte pas sur des valeurs, ne porte pas sur des principes, ne porte pas sur des idées. Qui doit être nommé où, qui est à quelle place, qui doit venir la prochaine fois. Et finalement, on réduit cela. Et ce qui aujourd'hui constitue d'ailleurs un embarras. Malheureusement, c'est une culture chez nous aujourd'hui. C'est une culture, mais c'est même un vice à la fin. Oui, mais... Alors, Monsieur Kamara, Moïse. Il est impossible de donner des postes à tous les Guinéens qui prétendent les avoir. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas ce qui fait la légitimité de quelqu'un dans un pays. Vous vous rappellerez que Alpha Condé, avant d'être chef de l'État, n'a jamais auparavant été à un poste de responsabilité dans l'administration, dans l'État, dans notre pays. Il n'a pas été moins chef d'État aujourd'hui et légitime dans le combat qu'il a mené pour la promotion des libertés, des droits et de la démocratie dans le pays. Président Mamadou, Président Diallo n'ont jamais été même chef de cabinet en Guinée. Ce ne sont pas moins dans l'estime, dans la conscience et dans le cœur des Guinéens, beaucoup plus d'ailleurs que ceux qui sont restés aux affaires ou qui le sont encore. Donc moi je crois que ne ramenez pas le débat sur une question de poste. Moi personnellement, je n'ai pas été candidat à un poste, je n'en ai pas sollicité. Dieu merci, par le passé, j'ai été appelé à des fonctions à des moments très critiques de l'histoire de notre pays et je pense avoir accompli mon devoir du mieux que je pouvais. Et le plus important, ce n'est même pas d'entrer dans les postes, c'est d'en sortir parce que parfois, l'issue des responsabilités publiques peut être tragique.
Bien. Thibou Camara en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa Yoruba. C'est vrai que, vous l'avez dit, hein, tout n'est pas lié forcément à une question de poste ou d'être nommé, Monsieur Camara, mais à un moment donné, quand même, quand on vous a donné quand même finalement l'aval de rentrer au pays, on a estimé qu'il y avait peut-être un deal que Monsieur Thibou Camara serait éventuellement nommé à un poste. Est-ce que cela est en vue? Si ça se faisait, est-ce que vous rentreriez au pays pour servir la nation que vous avez déjà servi? Et confirmez-nous que même à un moment donné, le président ne vous a pas sifflé à l'oreille que oui, on peut vous donner un poste quand vous allez revenir. Je pense qu'il y a assez de deals dont on parle dans le pays pour en rajouter un de nouveau entre le président Alpha Condé et moi. Moi, je pense que le président Alpha Condé a le pouvoir discrétionnaire en tant que chef d'État d'appeler qui il veut à une fonction lorsqu'il juge nécessaire et qu'il estime que la personne peut lui être utile, mais surtout utile au pays car c'est le plus important. Moi, je pense que aujourd'hui, si j'ai une ambition, c'est peut-être de porter un projet et une ambition pour mon pays qui consiste à promouvoir une démocratie citoyenne qui permette à la République d'exister, qui permette aux droits et aux libertés des citoyens de s'exercer pleinement, et finalement que la Guinée soit citée comme un havre de paix et comme une vitrine de démocratie dans notre sous-région et dans notre région. Vous savez, chacun dans la vie a un défi, un espoir. Nous avons contribué à des processus de transition dont la finalité était l'instauration d'un climat et d'un régime de démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été consentis, il est évident qu'il y a encore un processus de démocratie à conduire à son terme, un système électoral à améliorer pour que les institutions de notre pays aient toute leur force, leur vitalité et leur autorité s'imposent à tous comme étant l'émanation de la volonté populaire. Bien. Oui. Monsieur Camara. Un citoyen qui est intéressant et qui peut mobiliser des énergies beaucoup plus que la compétition à des postes. Oui, Monsieur Camara. Donc, Monsieur Camara. Personnel, mais ne contribue rien au destin national. D'accord. Monsieur Camara, donc, moi, je voudrais vous ramener sur, si vous voulez, une partie de votre intervention au début. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement quel était votre agenda, c'est-à-dire en revenant au pays après quelques années d'absence? Et puis dites-nous concrètement comment est-ce que vous comptez participer aujourd'hui à la construction de cette jeune démocratie en restant loin du pays, au Maroc? En tant que conseiller peut-être? Vous savez, je vais vous dire que moi je suis un homme profondément croyant. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu grâce à Dieu et à un concours de circonstances, je n'ai jamais forcé le destin. Moi, je pense que c'est vrai, il y a notre agenda, comme vous le dites, il y a notre ambition, mais au-dessus de tout cela, il y a la volonté de Dieu, et puis il y a ce sentiment de participer à un moment donné à faire l'histoire de son pays et à contribuer, si on peut, au bonheur. Mais vous esquivez les questions là, Monsieur Camara, c'est vraiment bizarre. Si, vous êtes un félin, franchement, hein, franchement, non, comme le dit Traoré. Oui, allez-y, ouais, allez-y. Je ne suis pas chef de l'État en Guinée, d'accord? Ce n'est pas moi qui décide des nominations aux différents postes de responsabilité. Et je viens de dire, dans ma connaissance, il n'y a pas de compétition pour être nommé dans le gouvernement ou à un poste de responsabilité. C'est la volonté d'un homme, c'est le choix discrétionnaire de quelqu'un qui a été investi dans une fonction. Comment voulez-vous que je me prononce sur une chose qui ne dépend pas de moi? Non. Comment voulez-vous que je vous donne un avis sur une ambition que j'aurais et que je n'ai pas exprimé clairement? Oui, on a dit les dessous de l'actualité, parce que quand vous avez été approché par le président, forcément, ça peut faire comme ça, dire ouais, venez voir la famille, vous allez voir vos amis, et puis après, c'est bon, vous partez. On a envie de savoir les dessous un petit peu. On vous a vu au palais Sécoutoria avec le professeur Alpha Condé, mais aussi avec le tout-puissant, Yaya Jammeh. C'est pas quand même rien tout ça. Il y a des dessous de table, vous étiez autour d'une table, mais des dessous, c'est ce qu'on veut connaître. Mais le président de la République lui-même vous a dit, lorsqu'il était dans l'opposition, nous étions déjà des amis. Il est arrivé à un moment donné que nos chemins se soient séparés. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans l'amitié ancienne qui nous a liés. Et je pense qu'entre amis, on peut se fréquenter, on peut se parler, on peut se discuter. Et même maintenant, nous continuons à discuter, bien que je sois à distance. Pourquoi voulez-vous que nos discussions tournent autour d'une nomination à un poste de responsabilité? Non, c'est pas dans ce sens en fait. Ouais. Voilà, ce que je veux vous dire, ce qui est important, il est du devoir de chacun d'entre nous de faire en sorte
que règne dans notre pays un climat de sérénité et de confiance. Bien. Et que finalement, la compétition entre les acteurs, que ce soit au niveau des élections, qu'éventuellement, pour ceux qui auraient des ambitions pour occuper des postes, que la compétition soit loyale et transparente. Bien. Vous savez, moi, je ne suis pas de ceux qui disent, par exemple, que le président est le plus fort et que le président n'a besoin de personne et que c'est tout le monde qui a besoin du président. Le président a besoin de tout le monde a besoin du président. Voilà. Sinon, on ne serait pas en démocratie, ce qui suppose l'ouverture, la reconnaissance des autres et aussi la nécessité d'alliances nécessaires et utiles qui peuvent aider à renforcer une majorité qu'on a pour une légitimité qu'on a acquise. Parce que je vais vous dire, la légitimité du président qui peut être issue de son élection personnelle ne suffit pas pour gouverner un pays. Il faut une légitimité liée à une ouverture de la société, à une prise en compte des grands courants et des forces représentatives dans le débat démocratique pour qu'on ait une majorité suffisante et une sérénité dans le débat qui permet d'exercer le mandat dans des conditions optimales. Et de ce point de vue, j'estime que chacun de nous a une contribution à apporter. Parce que vous voyez, je pense qu'il y a même une malédiction du premier tour en Guinée. En 2010, le président de l'UFDG est arrivé largement en tête du premier tour d'élection présidentielle. On a vu la suite. En 2015, Alpha Condé a obtenu son second tour dès le premier tour de l'élection présidentielle. On voit le début. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui revisiter notre débat politique, regarder l'état du rapport de force dans le pays et à partir de là, en tirer l'inspiration pour aboutir à un consensus minimum qui permette de surmonter les difficultés. Monsieur Camara. Et d'aller vers une convergence beaucoup plus importante pour le pays. Monsieur Camara, sur un tout autre plan, prononcez-vous sur la crise que traverse l'Union des forces démocratiques de Guinée. On vous sait très proche du leader Cellou Dalein Diallo, on va le dire publiquement. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette crise et comment ce grand parti a pu se laisser emporter par une telle tempête? Deuxième question, c'est aussi lié à un pan de notre histoire. Vous avez été témoin de tout ce qui s'est passé durant la transition et certains disent que vous auriez pu peser de tout votre poids pour éviter le 28 septembre 2009. Qu'est-ce que vous savez? Et est-ce que c'est la genèse aussi du différend qui vous oppose au haut représentant du chef de l'État? D'abord, vous dites que publiquement, c'est mon ami. Je pense que vous n'avez pas besoin d'agiter public parce que moi-même, j'ai eu à le dire à plusieurs occasions, notamment sur vos antennes, et c'est une amitié que j'assume pleinement comme celle que j'ai avec d'autres personnes. Mais si Cellou est mon ami, ça ne veut pas dire que M. Baouré est mon ennemi. Moi, je pense qu'il faut que la Guinée essaie de comprendre que nous appartenons à un monde qui est un tout, à un monde qui est ouvert. Et c'est pour cela que, pour parler de la crise au niveau de l'UFDG, vous me permettez de faire juste une parenthèse d'une autre crise qu'on a vécue ailleurs, notamment en ce qui concerne l'UMP qui a été rebaptisé depuis les Républicains. Vous avez vu, lorsque Jean-François Copé a été élu président de l'UMP, son élection a été contestée par M. François Fillon, qui a estimé que l'élection n'avait pas été régulière, transparente, donc il n'avait pas à se soumettre au verdict. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu là une véritable confrontation politique. Parce qu'entre les deux, l'UMP s'est divisé presque à part égale. Il y avait une partie des députés de l'UMP qui était avec M. François Fillon, presque la moitié, et l'autre moitié était avec Jean-François Copé. Au niveau de l'appareil du parti, c'était également pareil. Et on a vu comment l'issue de tout cela s'est passée avant que le parti ne soit rebaptisé et qu'un troisième larron ne vienne à la tête du parti. Moi, je constate aujourd'hui que la crise, au début, qui se traduisait par une compétition pour le contrôle de la direction du parti et pour établir la légitimité de l'un sur l'autre, cette compétition, malheureusement, a pris une dimension judiciaire avec la mort malheureuse de notre jeune confrère Koula Diallo. Donc, cette crise maintenant doit être vue aussi bien sur le plan politique que sur le plan de l'aboutissement de l'instruction judiciaire qui est en cours.
Sur le plan politique, je vous ai expliqué qu'au niveau de l'UMP, on assistait à une véritable confrontation parce que les forces étaient égales, équilibrées. Chacun se prévalait du soutien d'une majorité dans le parti et donc pouvait prétendre à une légitimité. Mais moi, je constate, en observateur froid de la scène politique, que finalement, le combat à l'UFDG n'a pas eu lieu faute de combattants. Parce que je n'ai pas vu un seul député du parti, un seul responsable ou une vedette du parti contester le leadership actuel ou remettre en cause le mandat acquis par El Hadji Ousseynou. Donc, sur le plan politique, on peut dire que c'est une tempête dans un verre d'eau. Maintenant, attendons de voir l'issue de l'instruction judiciaire, parce que tout en politique, comme dans la vie, est question de preuve de force et de rapport de force politique. À votre avis, à l'avantage de qui de bien la tourner aujourd'hui? Je vous laisse en tant qu'observateur sur le terrain et tirer la conclusion, en attendant bien sûr l'instruction judiciaire qui est en cours pour déterminer la responsabilité dans le drame malheureux qui est intervenu suite à ce bras de fer qui vient s'ajouter à la confusion qui règne déjà dans le débat politique dans notre pays. Voilà, M. Tibou Camara en direct chez les juges. Allez-y, Moussa Moïse. Concernant les événements de 2009, monsieur Camara. Je n'ai pas compris. La deuxième question concernant les événements de 2009. Oui. Ouais, je pose la question puisque j'estime que vous n'avez pas écouté. D'aucuns disent que vous auriez pu peser de tout votre poids puisque vous étiez auprès à l'époque de du président de la transition, que vous auriez pu peser de tout votre poids pour éviter la tenue ou les massacres de 2009. Est-ce que vous pensez avoir tout fait à l'époque et est-ce que c'est là aussi la genèse du différend entre vous et le haut représentant du président de la République? D'abord, je n'ai pas de différence avec le haut représentant du chef de l'État, M. Sidia Touré, mais j'ai un différent avec ceux qui veulent réécrire l'histoire ou qui, selon l'humeur ou les conflits qu'ils ont avec les différents acteurs, ont envie de réécrire une page de l'histoire qu'on a vécue ensemble. Mais moi, je n'étais pas chef de l'État, je n'étais pas à un niveau de responsabilité qui faisait que je pouvais donner un avis ou prendre une décision. Je ne suis, à ma connaissance, ni acteur dans ce drame, ni témoin, puisque j'étais absent du stade, et même du temps, qui était le quartier général du CNDD à cette époque. J'étais à mon domicile au moment où les événements se déroulaient. Il est évident, et c'était ça l'avantage d'ailleurs du CNDD, que les débats que nous menions avaient un caractère public et ouvert. Chacun sait ce que l'autre a dit, chacun sait ce que l'autre a eu à faire. Maintenant, si M. Sidia Touré, parce qu'il n'aime pas M. Tibou Camara ou il constituerait un obstacle pour lui, a envie de dire des choses pour abuser de notre opinion ou de sa naïveté, moi je pense que je suis suffisamment grand et encore en vie pour pouvoir me défendre et rétablir la vérité, surtout que je ne suis pas le seul à la connaître et le seul à l'avoir vécu. Et je souhaite, pour la crédibilité de la parole publique dans notre pays, et pour l'honneur des acteurs de la démocratie, qui ne prennent pas trop de liberté trop souvent avec la vérité et qui n'essaient pas, comme ils le font souvent, de réécrire l'histoire à leur avantage et d'expliquer les faits selon leurs intérêts d'un moment. On a entendu beaucoup de choses et on en voit beaucoup en ce moment et je pense que ce n'est pas à l'honneur de ceux qui font la politique dans notre pays et ce n'est pas de nature à rendre crédible la parole publique dans notre pays. Ouais, la parole de politique surtout, il faut le rappeler. Tibou, en direct chez les juges. Allez-y, Madame Yoro, dernière question. Monsieur Camara, avant de vous laisser, on voudrait bien avoir votre avis sur les menaces de l'opposition concernant bien sûr les élections locales. Vous savez, récemment, la CENI a dit ne pas pouvoir organiser ces élections en juin, tel que annoncé dans l'accord du 20 août. L'autre question que je voulais vous poser, c'est par rapport à votre livre sur le professeur Alpha Condé que vous nous avez promis, à moins qu'on nous vous ait déposer un bœuf sur la plume. Qu'est-il devenu ce programme? Je voudrais d'abord vous dire que je suis vraiment très mal à l'aise avec la CENI dans notre pays. Parce que vous savez que pendant la transition déjà, en 2010, ce sont les hésitations, les atermoiements et l'attitude de la CENI qui a fait, par exemple, qu'il y a eu 4 mois entre le premier et le second tour, ce qui, naturellement, a créé une situation difficile pour nous, qui étions encore aux affaires à cette époque-là. Heureusement, comme par la suite, les acteurs ont fait preuve de sens de la responsabilité
du devoir pour pouvoir, au-delà de ce que nous imposait la loi, parvenir à un accord politique pour pouvoir tenir finalement ce second tour. Depuis, on a l'impression que la CENI persiste dans l'erreur, persiste dans cette tension artificielle qu'elle contribue à entretenir dans le mépris du dialogue avec les acteurs qui est indispensable pour créer quand même un minimum de confiance et un accompagnement dans ce qu'elle a à faire. Et elle persiste également dans le refus d'organiser des élections normales selon l'agenda républicain et le cycle régulier des élections. Mais écoutez, la CENI a dit à tout le monde avant l'élection présidentielle, alors qu'elle avait engagé les préparatifs des élections communales, qu'il fallait prioritairement organiser l'élection présidentielle et que juste après, elle aurait pu organiser les élections communales. Elle attend 4 mois après les résultats de l'élection présidentielle pour venir nous dire voilà le nouveau chronogramme et avouer son impuissance et son incapacité à organiser les élections dans les délais impartis et continuer dans un accord politique arraché au forceps dans un contexte très particulier de l'histoire de notre pays. Et je vous rappelle que les élections présidentielles ont été organisées dans des conditions, heureusement, qui n'ont pas remis en cause la légitimité du président actuel et créé, comme chacun le craignait, les conditions de la défiance et donc du chaos dans notre pays. Et c'est pour la première fois, et si je me rappelle, après les élections, aussi bien l'opposition que le pouvoir ont dénoncé l'attitude de la CENI, l'inorganisation dont elle a fait montre, l'improvisation dans la préparation des élections et finalement tout le cafouillage qu'on a connu pendant le scrutin. Dans n'importe quel pays où on respecte les valeurs démocratiques, où l'éthique républicaine, une telle CENI ne devrait plus être en place. Pour encore revenir, recréer les conditions de la défiance entre les acteurs et donc des risques de troubles à la paix sociale dans notre pays. Mais puisqu'il n'y a pas de régime de sanctions, et puisque dans notre pays, on ne peut pas encourager l'excellence, le mérite, ce qui est bien, le récompenser, ce qui est mal, le punir, mais c'est normal que la CENI, encore, vienne avec toute la désinvolture que nous avons connue pour annoncer un chronogramme et même prétendre avoir associé aux discussions des acteurs politiques qui l'ont démenti, et d'ailleurs par la suite, pour parvenir à un calendrier qui n'est même pas le résultat d'un consensus, qui ne respecte pas l'accord politique, qui ne se tient pas dans les délais. Sincèrement, je suis très mal à l'aise avec ces pays et je pense que si on y prend garde, les conflits que nous avons évités jusqu'à maintenant, par un coup de chance, mais aussi par le sens de la responsabilité de nos acteurs, viendra de la CENI. Bien. Monsieur Thibou Camara en direct. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je voudrais vous remercier à mon tour et saluer l'ensemble de vos auditeurs, souhaiter le meilleur pour notre pays. L'autre question, monsieur Camara, le livre. La question sur le livre. D'abord, ce n'est pas un livre sur le professeur Alpha Condé. C'est un livre sur la... C'est où, à l'imprimerie? Pour relater les dessous, comme vous aimez tant les dessous de ce qui s'est passé pendant cette période cruciale. Mais vous savez, on n'écrit pas un livre à la commande et il faut aussi prendre le temps de rester fidèle à un certain nombre de faits et d'événements. Et je crois que j'ai l'habitude de tenir ma parole. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez bientôt. Et ce sera l'occasion pour vous de connaître un pan de notre histoire récente. Ouais. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Remercier mon ami Lamine, qui ne m'a pas laminé comme je m'y attendais. Et je voudrais dire que la crise dans notre pays est liée à un déficit de dialogue, de communication entre les acteurs et de confiance aussi. Et qu'il est important que chacun mesure le sens de sa responsabilité, à commencer par le chef d'État, en allant dans le sens de l'apaisement et en prenant en compte l'ensemble des forces qui représentent les courants, différents courants dans notre société. C'est à cela que je l'invite et ce qui va garantir aussi bien une paix durable dans notre pays que la stabilité de notre jeune démocratie. Merci et bonne journée. Bonne journée, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Politicien véreux, fonctionnaire corrompu, promoteur immobilier voyou, justice passive.
La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Oui, les affaires courantes, le conseil des grandes gueules, vous nous apprenez du côté de CNSP. C'est cela, Moussa Moïse. C'est ça, le Centre national de surveillance de la pêche. Et il paraît qu'on s'intéresse trop aux poissons, mais bon, c'est important. J'ai là un document intitulé Engagement. Je sous-signais Elhadj Khalidou Konté, directeur général de la société Soulax Interco, m'engage à faire respecter scrupuleusement par les capitaines des chalutiers céphalopodiens, Cheng Hang 805, 808, 809, les zones réservées à leur type de pêche. Cet engagement est valable pour un délai de 15 jours à compter le temps qu'il faut pour la réception du matériel complémentaire nécessaire au fonctionnement des balises. Bien. Ça, c'est une sorte de dérogation à ce qui doit être normalement fait et respecté par le Centre national de surveillance de la pêche, c'est-à-dire que tous les navires qui doivent pêcher doivent avoir en leur sein une balise. Ils ont pris cet engagement signé comme ça par le directeur du Centre national de surveillance de la pêche, M. Koikoy, pour permettre à ces navires de pêcher sans leur balise pendant 15 jours. Le même acte a été pris, puisque c'est une sorte d'arrangement à mon avis, par M. Souleymane Konté, qui permet aussi à ces navires de pêcher sans problème, sans leur balise. Le même acte a été pris aussi par M. Fanseri Oularé, pour permettre à ces navires de pêcher sans balise. Qu'est-ce qu'on fait du côté du ministère de la Pêche? On prend 2 sanctions pour revoquer les 2 autres cadres, c'est-à-dire M. Konté et M. Oularé. Et on laisse de côté M. le directeur du Centre national de surveillance de la pêche qui a pris le même acte que les 2 autres. Si c'est une magouille, je pense qu'il faut que tout le monde soit sanctionné au même titre, au même pied d'égalité. Il faut qu'on arrête de faire la différence entre les gens parce que tout simplement c'est pas normal. C'est révoltant. Allez, grand merci à vous, mesdames et messieurs, à l'international. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Allez, au revoir.